Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est avec l'histoire de Guy de Maupassant, Auchan. Sa parution a été en 31 octobre 1882 dans le Gaulois. Son petit résumé est ainsi. Deux familles pauvres, les Tuvache et les Vallin, vivent misérablement, mais en bonne intelligence dans deux chaumières voisines. Un jour, monsieur et madame Dubière, qui n'ont pas d'enfants, veulent adopter moyennement finance le plus jeune fils des Tuvache, Charlot. La mère refuse violemment cette proposition inhumaine à ses yeux. Le couple propose alors le contrat au Valin qui accepte la rente en augmentant le tarif proposé au début par monsieur et madame Dubière. À la suite de cela, les deux familles, les Tuvache et les Vallin, ne se parlent plus. La mère Tuvache dénigre ses voisins et se présente comme une mère exemplaire, ce qui amène Charlot, son fils, à se sentir supérieur, car il n'a pas été vendu. 20 ans plus tard, le fils Vallin, devenu un jeune homme riche, refait son apparition. Il entre dans la chaumière des Vallin et embrasse ses parents qui fêtent son retour. Le fils des Tuvache, jaloux, en veut tant à ses parents de ne pas l'avoir vendu qu'il les insulte avant de quitter la maisonnette. Après ce petit résumé, on va commencer notre histoire au champ de Guy de Maupassant. Les deux chaumières étaient côte à côte, au pied d'une colline, proche d'une petite ville de bains. Les deux paysans besognaient dur sur la terre inféconde pour élever tous leurs petits. Chaque ménage en avait 4, devant les deux portes voisines, toute la marmaille grouillait du matin au soir. Les deux aînés avaient 6 ans et les deux cadets 15 mois environ. Les mariages et ensuite les naissances s'étaient produits à peu près simultanément dans l'une et l'autre maison. Les deux mères distinguaient à peine leurs produits dans le tas et les deux pères confondaient tout à fait. Les 8 noms dansaient dans leur tête, se mêlaient sans cesse, et quand il fallait en appeler un, les hommes souvent en criant 3 avant d'arriver au véritable. La première des deux demeures, en venant de la station d'eau de Rolleport, était occupée par les Tuvache, qui avaient 3 filles et un garçon. L'autre massure abritait les Vallin qui avaient une fille et 3 garçons. Tout cela vivait péniblement de soupe, de pommes de terre et de grands nerfs. À 7 heures le matin, puis à midi, puis à 6 heures le soir, les ménagères réunissaient leurs mioches pour donner la pâtée, comme des gardeurs d'oies assemblent leurs bêtes. Les enfants étaient assis, par rang d'âge, devant la table en bois vernie par 50 ans d'usage. Le dernier moutard avait à peine la bouche au niveau de la planche. On posait devant eux l'assiette creuse pleine de pain molli dans l'eau où avaient cuit les pommes de terre, un demi-chou et 3 oignons, et toute la lignée mangeait jusqu'à le plus fin. La mère en pâté, elle-même le petit. Un peu de viande au poêle, au feu, le dimanche était une fête pour tous, et le père ce jour-là s'attardait au repas en répétant « Je m'y ferai bien tous les jours ». Par un après-midi du mois d'août, une légère voiture s'arrêta brusquement devant les deux chaumières, et une jeune femme, qui conduisait elle-même, dit au monsieur assis à côté d'elle « Oh, regardez Henri, ce tas d'enfants, sont-ils jolis comme ça à grouiller dans la poussière ?» L'homme ne répondit rien, accoutumé à ces admirations qui étaient une douleur et presque un reproche pour lui. La jeune femme reprit. Il faut que je les embrasse. Oh, comme je voudrais en avoir un, celui-là le tout petit. Et, sautant de la voiture, elle courut aux enfants, prit un des deux derniers, celui des Tuvache, et, l'enlevant dans ses bras, elle le baisa passionnément sur ses joues sales, sur ses cheveux blancs, frisés et pommadés de terre, sur ce menottes qui agitait pour se débarrasser de ses caresses ennuyeuses.
Puis elle remonta dans sa voiture et partit au grand trot. Mais elle revint la semaine suivante, s'assit elle-même par terre, prit le moutard dans ses bras, le bourra de gâteaux, donna des bonbons à tous les autres, et joua avec eux comme une gamine, tandis que son mari attendait patiemment dans sa frêle voiture. Elle revint encore, fit connaissance avec les parents, reparut tous les jours, les poches pleines de friandises et de sous. Elle s'appelait Madame Henri Hubière. Un matin, en arrivant, son mari descendit avec elle, et sans s'arrêter aux mioches, qui la connaissaient bien maintenant, il pénétra dans la demeure des paysans. Il était là en train de fendre du bois pour la soupe. Ils se redressèrent tout surpris, donnèrent des chaises et attendirent. Alors la jeune femme, d'une voix entrecoupée, tremblante, commença. Mes braves gens, je viens vous trouver parce que je voudrais bien emmener avec moi votre petit garçon. Les campagnards, stupéfaits et sans idée, ne répondirent pas. Il reprit haleine et continua. Nous n'avons pas d'enfants. Nous sommes seuls, mon mari et moi. Nous le regarderions, voulez-vous? La paysanne commençait à comprendre. Elle demanda. Vous voulez nous prendre Charlot? Ah ben non, pour sûr. Alors monsieur Dupervière intervint. Ma femme s'est mal expliquée. Nous voulons l'adopter, mais il reviendra vous voir. S'il tourne bien, comme tout porte à le croire, il sera notre héritier. Si nous avions par hasard des enfants, il partagerait également avec eux, mais il ne répondait pas à nos soins. Nous lui donnerions, à sa majorité, une somme de 20 000 francs, qui sera immédiatement déposée en son nom chez un notaire. Et comme on a aussi pensé à vous, on vous servira jusqu'à votre mort, une rente de 100 francs par mois. Avez-vous bien compris? La fermière était levée, toute furieuse. Vous voulez que je vous vendions Charlot? Ah, mais non, c'est pas des choses qu'on demande à une mère, ça. Ah, mais non, ce serait abomination. L'homme ne disait rien, grave et réfléchi, mais il approuvait sa femme d'un mouvement continu de la tête. Madame Dubière, éperdue, se mit à pleurer, et se tournant vers son mari, avec une voix pleine de sanglants, une voix d'enfant, dont tous les désirs ordinaires sont satisfaits, et elle balbutia. Ils ne veulent pas, Henri, ils ne veulent pas. Alors ils firent une dernière tentative. Mais mes amis, songez à l'avenir de votre enfant, à son bonheur, à... La paysanne, exaspérée, lui coupa la parole. C'est tout vu, c'est tout entendu, c'est tout réfléchi. Allez-vous-en. Et puis, que je vous revoie point par ici, c'est permis de vouloir prendre un enfant comme ça. Alors madame Dubière, en sortant, s'avisa qu'il était de tout petit. Elle demanda à travers ses larmes, avec une ténacité de femme volontaire et gâtée, qui ne veut jamais attendre. Mais l'autre petit n'est pas à vous? Le père Tuvache répondit. Non, c'est au voisin. Vous pouvez y aller si vous voulez. Et il rentra dans sa maison, où retentissait la voix indignée de sa femme. Valin était à table en train de manger avec lenteur des tranches de pain qu'il frottait parcimonieusement avec un peu de beurre piqué au couteau, dans une assiette entre deux. Monsieur Dubière recommença ses propositions, mais avec plus d'insinuation, de précaution oratoire, d'astuce. Les deux ruraux hochaient la tête en signe de refus. Mais quand ils apprirent qu'ils auraient 100 francs par mois, ils se considèrent, se consultant de l'œil, très ébranlés. Ils gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. La femme enfin demanda. Que t'en dit l'homme? Il prononça d'un ton sentencieux. J'ai dit que c'est point méprisable. Alors madame Hubière, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir du petit, de son bonheur et de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. Le paysan demanda. Cette rente de 1200 francs, ce sera promis devant le notaire? Monsieur Dubière répondit. Mais certainement, dès demain.
La fermière qui me dirait reprit. £100 par mois, c'est point suffisant pour nous priver du petit. Ça travaillera dans 15 ans. Cet enfant, il nous faut 120 francs. Madame Dubiert, trépignant d'impatience, les accorda tout de suite, et comme elle voulait enlever l'enfant, elle donna 100 francs au cadeau pendant que son mari faisait un écrit. Le maire et un voisin, appelés aussi, servirent de témoins complaisants, et la jeune femme, radieuse, emporta le marmot hurlant comme on emporte un bibelot tiré d'un magasin. Les Tuvas sur leur porte le regardaient partir muets, sévères, regrettant peut-être leur refus. On n'entendait plus du tout parler du petit Jean Valin. Les parents chaque mois allaient toucher leurs 120 francs chez le notaire, et ils étaient fâchés avec leurs voisins parce que la mère Tuvache agonisait d'ignominie, répétant sans cesse de porte en porte qu'il fallait être dénotré pour vendre son enfant, que c'était une horreur, une saleté, une corromperie. Et parfois il prenait en ses bras son charlot avec ostentation, lui criant comme s'il lui comprit. Je t'ai pas vendu, mais je t'ai pas vendu, mon petit haut. Je vends pas mes enfants, mais j'y suis pas riche, mais je vends pas mes enfants. Et pendant des années et encore des années, ce fit ainsi chaque jour des allusions grossières qu'ils étaient sorciférés devant la porte, de façon à entrer dans la maison voisine. La mère Tuvache avait fini par se croire supérieure à toute la contrée parce qu'elle n'avait pas vendu Charlot, et ceux qui parlaient d'elle disaient je sais ben que c'était engageant, c'est égal. Elle sa conduite comme une bonne mère. On la citait, et Charlot, qui prenait 18 ans, enlevé dans cette idée qu'on lui répétait sans répit, se jugeait lui-même supérieur à ses camarades parce qu'on ne l'avait pas vendu. Les Valins vivotaient à leur aise grâce à la pension, la fureur inapaisable des Tuvaches, restés misérables, venait de là. Leur fils aîné partit au service, le second mourut. Charlot resta seul à peiner avec le vieux père pour nourrir la mère et deux autres sœurs cadettes qu'il avait. Il prenait 21 ans quand un matin une brillante voiture s'arrêta devant les deux chaumières. Un jeune monsieur avec une chaîne de montre en or descendit, donnant la main à une vieille dame en cheveux blancs. La vieille dame lui dit c'est là, mon enfant, à la seconde maison. Et il entra comme chez lui, dans la mesure des Valins. La vieille mère l'abaissait tablier, le père infirme sommeillait près de l'âtre, tous deux levèrent la tête, et le jeune homme dit bonjour papa, bonjour maman. Ils se dressèrent, effarés, la paysanne laissa tomber d'émoi son savon dans son eau et balbutia c'est Ité, mon enfant, c'est Ité, mon enfant. Il la prit dans ses bras et l'embrassa en répétant bonjour maman, tandis que le vieux, tout tremblant, disait de son ton calme qui ne perdait jamais te voilà, t'y revenu, John, comme s'il l'avait vu un mois auparavant. Et quand il se fut reconnu, les parents voulurent tout de suite sortir le vieux dont le payer pour le montrer. On le conduisait chez le maire, chez l'adjoint, chez le curé, chez l'instituteur. Charles debout sur le seuil de sa chaumière le regardait passer. Le soir, au souper, il dit au vieux oui, que vous ayez été sot pour laisser prendre le petit au Valin. Sa mère répondit obstinément nous voulions point revendre notre enfant. Le père ne disait rien. Le fils reprit c'est pas malheureux d'être sacrifié comme ça. Alors le père, Tuvache articula d'un ton coléreux vas-tu pas nous reprocher de t'avoir gardé? Et le jeune homme brutalement oui, je vous le reproche, que vous n'êtes que des niants, des parents comme vous, ça fait le malheur des enfants, que vous mériteriez que je vous quitte. La bonne femme pleurait dans son assiette, elle gémit tout en avalant des cuillerées de soupe dont elle répandait la moitié.
Qui êtes-vous donc pour élever des enfants? Alors le gars rudement. J'aimerais mieux n'être point né que d'être que j'y suis. Quand j'ai vu l'autre, tonton mon sang n'a fait qu'un tour. Je me suis dit, voilà ce que je serai maintenant. Il se leva. Tenez, je sens bien que je ferais mieux de ne pas rester ici, parce que je vous le reprocherai du matin au soir, que je vous ferai une vie de misère. Ça, vous voyez-vous, je vous le pardonnerai jamais. Les deux vieux se taisaient, atterrés, larmoyants. Il reprit. Non, cette idée-là serait trop dure. J'ai mieux m'en aller chercher ma vie autre part. Il ouvrit la porte. Un bruit de voix entra. Les Valin festoyaient avec l'enfant revenu. Alors Charlot tapa du pied et se tournant vers ses parents cria. Maman, va! Et il disparut dans la nuit. Jusque-là, je m'arrête, je vous laisse jusqu'à une autre lecture.